Moi, il y a surtout un truc qui m'a un peu frappé avec toutes ces histoires de oui, Trump était un démocrate, maintenant c'est un républicain. Ça, on en avait un peu parlé en off. Moi, Ouais. j'avais une question pour toi, surtout, c'était Ronald Reagan, il s'est toujours présenté comme républicain, ou bien quand il était acteur, tout ça, il était plutôt penchant démocrate. Comment est-ce que tu le Eh ben, sentais? quand il était acteur, il était démocrate en fin de compte. Oui. Non seulement il était démocrate, mais il était à la tête du syndicat des acteurs. Et ça, même à l'époque, c'était complètement verrouillé par les démocrates. Mais c'était pas du tout le même concept, si tu veux. Et il faut comprendre que à l'époque, il y avait beaucoup d'influences différentes et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés du côté démocrate pour ne pas être du côté républicain parce qu'il y avait l'ère McCarthy au début des années 50 et donc il fallait choisir d'un côté ou de l'autre. Mais même si à l'époque il était plutôt démocrate, Reagan, il avait toujours une tendance à des croyances que les gens auraient dit républicaines, mais républicaines modernes. C'est-à-dire, il ne représentait pas les nantis. Parce que la façon dont on présentait les républicains avant, c'est que c'était le parti des nantis, des élites. Et lui, c'était pas ça. Il avait tout un côté populiste. Et après sa carrière en tant qu'acteur, il avait choisi de faire le tour des États-Unis, où il faisait toujours le même discours, et c'était sponsorisé par GE. Et son discours était le discours d'un petit gouvernement qui était au service du peuple et pas le contraire, tu vois. Et donc en fait, à cette époque-là, le parti démocrate, c'était quoi dans les années 80? Parce qu'en fait, il y a une grosse transition au parti démocrate dans les années 60, parce que c'était le parti de la ségrégation, enfin c'était le parti qui contrôlait le Sud ségrégationniste, mais en fait c'est aussi le parti qui a présenté le Civil Rights Act, qui a complètement égalisé toutes les races aux États-Unis. Et du coup, après la transition, à quoi ça ressemble ce parti démocrate à cette époque-là? Alors ça c'est très important à comprendre. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les années 60 sous la présidence de Johnson. Johnson qui lui-même était un raciste comme beaucoup de démocrates, mais c'est lui qui a passé le Civil Rights Act, qui était censé celui qui donnait tous les droits, surtout la population noire. Et il a dit quelque chose qui était d'une violence extrême. Il a dit avec les lois qu'on est en train de passer maintenant, on va avoir le Ouais, vote des haines. oui, Tu vois ce que je veux dire? Il n'utilisait pas le mot, mais il utilisait le mot en anglais qui était ce ouais. qu'on n'a pas le droit d'utiliser, sauf si on chante du rap, tu vois. Et on va les avoir, eux, qui vont voter pour nous, démocrates, pendant des décennies, des décennies et des décennies à venir. Ouais. Et il n'a pas eu tort, parce qu'il a acheté complètement la chose. Mais dans son Civil Rights Act, il avait passé beaucoup de choses qui créent une dépendance des familles envers l'État. C'est-à-dire, quelque part, il a remplacé le rôle de l'homme noir par le gouvernement. Et c'est pour ça que on est passé pendant toutes ces années-là d'environ 20 à 20%, à 20 à 25% de population noire qui naissait d'une mère célibataire à aujourd'hui Oui, c'est énorme. 75% qui naissent d'une mère célibataire. Donc il a réussi à transformer culturellement la population noire en tant que dépendante de l'État, où l'État était devenu le Ouais. nouveau père de Et famille. donc, comment est-ce que concrètement il a réussi à faire ça? Parce que le Civil Rights Act, les gens qui défendent, enfin tout le monde défend ça, mais ce que je veux dire, c'est là, à la base, le Civil Rights Act, c'est fait pour donner les mêmes droits civiques à tout le monde, peu importe son sexe, sa race, sa religion, tout ça, vraiment définir. Voilà. C'est ça. Mais ça se passe dans tous les grands bills. Bills, c'est un projet de loi. Hein. Dans tous les grands projets de loi, tu lis pas tous les autres détails. Et donc, lui, il a créé beaucoup de welfare states, ce qu'on appelle le welfare state. C'est l'état de dépendance, l'état du bien-être où, en fin de compte, les gens commencent à être très Ouais. dépendants de L'État-providence. Ouais. l'État. Et c'est ça qui est passé en même temps. C'est l'État-providence, oui. Ouais. En français, on appelle ça l'État-providence, oui. Et c'est the welfare state. Mm -hmm. Et donc, c'est ça. Mais
ça n'avait rien à voir avec la démocratie de Oui, Kennedy qui le précédait. Du côté Kennedy, en tant que démocrate, la grande phrase de Kennedy, c'était Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. C'est-à-dire, ça mobilisait les gens à faire des choses et pas être dépendants de l'État. Avec Johnson, ça a été toute une manipulation pour rendre les gens dépendants de l'État. Et Johnson, ensuite, au printemps 68, a décidé de ne pas se oui, représenter. Et donc, beaucoup d'autres gens se sont présentés. Il y avait Humphrey, il y avait tout ça. C'était Robert Kennedy qui devait gagner. Mais lui, il a été éliminé le 6 juin. Bon, on sait de nouveau que c'est pas Sirhan Sirhan parce que Sirhan Sirhan, apparemment, de son pistolet, avait tiré quelques balles alors qu'il y avait 14 ouais. douilles qui se Oui, parce que baladaient quand tu dis partout. éliminer, on précise pour ceux Euh, qui connaissent pas l'histoire, il s'est pas fait éliminer à la primaire, il s'est fait éliminer tout court de la planète Terre. Voilà. Ah, il a été tué, il a été tué. Oui, oui. Il a été tué en Californie juste à la suite d'une réunion, un rallye qu'il avait fait. Et ces rallyes étaient assez populistes, tu vois. Et donc, ça sortait complètement en dehors de ça. C'est donc en 68, il y avait les 68 arts également aux États-Unis, tout comme en France. Et il y avait énormément de manifestations au moment de la convention démocrate qui a fait voler le Parti démocrate en éclats, etc. Il y a Humphrey qui a donc gagné la nomination du Parti démocrate, mais il a été battu par Nixon. Et ensuite, en 72, Nixon a été réélu avec un raz-de-marée, mais phénoménal. C'était du style en vote populaire, je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas de souvenir, mais ça s'approchait des 60%. Tu vois. Et pourquoi est-ce que c'était là? Parce que du côté démocrate, celui qui s'était présenté, c'était McGovern, qui était extrêmement gauchiste, anti-guerre, mais très gauchiste. Et donc, ça n'allait pas aller dans ce sens-là, etc. Ceci dit, Nixon s'est fait piéger également parce qu'il avait cherché à faire certaines choses euh, qui étaient peut-être un peu plus libertaires que l'État profond n'aurait voulu, mais l'État profond s'est dit, il faut qu'on élimine Nixon. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que d'abord, ils ont créé des scandales autour du vice-président de Nixon qui s'appelait Spiro Agnew. Et Nixon était obligé de demander à Spiro Agnew de donner sa démission, et Nixon a nommé comme un nouveau vice-président, Oui, donc non élu, hein, il était nommé par Nixon, qui était Gerald Ford, et Gerald Ford, c'était le candidat de l'État profond. C'était pas le candidat choisi réellement par Nixon, c'était le candidat de l'État profond. Et donc, quand Nixon a été forcé à donner sa démission en août 74, à la sortie de l'avion, il a dit ça y est, je donne ma démission. C'est Gerald Ford qui a repris la présidence et c'est un vice-président qui n'avait jamais été élu. Et c'était l'appareil chic, si on peut l'appeler comme ça, qui sortait de l'état profond et de tout ce que ça représentait dans ce sens-là. En même temps, derrière, il y avait un type qui était en train de manipuler tout le parti démocrate et qui cherchait à le contrôler. C'était Zbigniew Brzezinski, qui était professeur à Columbia University à New York et qui était le premier à avoir mis en place les tentacules internationales de l'État profond. Et dans son livre de l'époque, il avait parlé du fait qu'il fallait overthrow, renversé. Ouais. qu'il fallait déposer, il fallait déposer les têtes de 7 pays au Moyen-Orient, D'accord. 7 pays arabes. Le même thème a été repris par Netanyahou. Je viens de faire un enregistrement là-dessus tout à l'heure parce que j'ai fait un enregistrement sur ce qui se passe en Syrie. Et Netanyahou a repris le même thème des 7 pays, qu'il fallait éliminer les têtes de ces pays-là au Moyen-Orient. Dans son livre qu'il a écrit en 1996,
qui s'appelait Fighting Terrorism. Il a écrit en hébreu et en anglais. Fighting Terrorism, c'est la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la même chose qu'il fallait déposer les choses. Et ce qui est en train de se passer en Syrie, c'est exactement ça en ce moment. On a déjà vu ce qui s'est passé en Égypte avec la révolution orange. On a vu ce qui s'est passé avec Kadhafi, avec l'élimination de Kadhafi, où Hillary Clinton a dit Veni, vidi, il est mort. Elle a dit nous sommes venus, nous avons vu, il est mort. C'est pas nous avons vaincu, etc. Donc et puis elle rigolait après. C'était un ricanement qui faisait froid dans le dos. We came, we saw, he died. Et donc voilà ce qui s'est passé sur ce plan-là. Entre-temps, il y avait Brzezinski qui arrivait, et Brzezinski, c'est lui qui a façonné Carter. Carter il avait une certaine naïveté dans ce qu'il voulait, c'était un type croyant et tout cela, mais il a été complètement manipulé par Brzezinski. Et Brzezinski, c'était l'équivalent démocrate de Kissinger. À l'époque, il y avait les deux, aussi bien Kissinger que Brzezinski, c'était les acteurs de l'État profond. Donc, pour résumer un petit peu l'ambiance du Parti démocrate, parce qu'on dirait qu'il y a vraiment une décennie importante pour eux, ils sont passés de ségrégationnistes à on s'approprie le vote des Noirs par la loi, par de welfare state, mais en fait, il y a quand même des gens bons dans le parti, entre guillemets, du genre Carter, qui se font écraser par des gens de l'État profond qui veulent d'autres intérêts. C'est un peu étrange ce qui se passe à un moment-là. En fait, pour replacer un peu des grands noms, où se place sur cet échiquier de Parti démocrate, où se place un Kennedy, où se place un Carter, et où se place un Joe Biden, qui était déjà très jeune à l'époque, mais actif en politique pour le Parti démocrate. Il était actif en politique, mais il était très proche de Robert Byrd, qui était un grand wizard du Ku Klux Klan à l'époque. Tout le Ku Klux Klan, c'était démocrate. Il y avait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait plusieurs tendances dans le Parti démocrate. Hein. Il y avait le grand Parti démocrate à l'époque de Franklin Roosevelt, qui sortait de la dépression et tout cela. Et c'est le Parti démocrate qui se disait celui qui allait défendre les ouvriers, les travaillistes, si tu veux, et tout cela. Mais ensuite, quand Kennedy est arrivé, ça donnait une bouffée d'air frais. Moi-même, étant jeune à l'époque, j'étais adolescent, etc., mais j'étais très pro-Kennedy. Mais tout de suite, j'ai pas été pro-Johnson, parce que Johnson était pro-guerre du Vietnam, tout ça, etc., et on sentait qu'il y avait une manipulation qui existait. J'ai eu l'occasion de serrer la main de Robert Kennedy, le frère de John Kennedy, qui s'est donc présenté, qui a été éliminé, littéralement, comme on a dit tout à l'heure. Et pour moi, quand il y a eu la mort de Robert Kennedy, ça a été une coupure totale pour moi avec la politique classique. Je me suis dit, bon, c'est pourri tout ça, ça va pas. Et pour moi-même, pas que moi j'ai raison, mais quelque part, je représente quand même une certaine tendance américaine dans ce cas-là. Moi, je suis revenu dans la politique avec l'avènement de Reagan. Ouais. Même si au début, ça me semblait pas, on avait associé les républicains aux étatistes, à tout cela, mais il y avait des échos dans les paroles de Reagan qui étaient aussi populistes que dans celles de John Kennedy. Et donc, c'était très intéressant de voir ce genre de choses. Mais Reagan, en dehors de ça, il avait fait le discours d'investiture à la nomination de Barry Goldwater à la convention républicaine. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais c'est lui qu'il nous faut et même pas Barry Goldwater, tu vois. Mais c'était pas prêt. Il est passé par le fait d'être gouverneur de Californie à l'époque et tout cela. Et le Parti démocrate, pendant tout ce temps-là, a œuvré pour s'instaurer dans l'État profond un peu partout. Et c'est pour ça qu'il a pris, c'est ce qui a fait la bascule de la Californie vers les démocrates, alors que la Californie était un État républicain avant. Donc, c'était complètement contradictoire. Et ensuite, les démocrates qui ont pris
la dominance, il n'y avait pas que eux, hein, parce qu'il y avait certains démocrates, dont Church, qui avait fait l'enquête pendant fin des années 70, début des années 80, sur la CIA. Mais ensuite, c'était enterré parce qu'il y avait déjà une machine qui pouvait contrôler les choses telles qu'elles étaient. Mais il y a beaucoup du Parti démocrate qui continue à être excessivement raciste, dont Biden. Biden à l'époque avec Byrd et tout cela, et aussi quand il était sénateur à l'époque de Clinton, c'est Biden qui a appuyé sur le Three Strikes Law, qui a emprisonné une énorme population noire, tout simplement parce qu'ils détenaient un tout petit peu de hashish sur eux, quoi, etc. Et c'était un désastre. Les prisons se sont remplies à une vitesse grand V. Ça a encore davantage éliminé la présence de l'homme noir en tant que père au sein de la famille, et c'était un accomplissement par la loi de ce que Johnson avait déjà démarré à l'époque. Et personne n'a fait quoi que ce soit contre ça jusqu'à Trump, dans son premier mandat, qui a libéré beaucoup de gens qui étaient injustement emprisonnés, etc. Donc, avant d'en arriver à Trump et Reagan, il y a eu un grand moment dans le parti. Donc là, on a beaucoup parlé des démocrates, mais il y a eu une grosse affaire, tu en as un petit peu parlé, la démission de Nixon. Toi, tu as vu ça comment? Parce que tu te disais que tu étais un peu en retrait de la politique, tu disais « Ah, tout est pourri, ça m'intéresse moins ». Donc dans cette période, après Robert Kennedy, mais avant Reagan, tu as vécu comment l'affaire Watergate à cette époque-là? J'étais passionné par toute l'affaire Watergate. À l'époque, j'étais déjà en France et je revenais aux États-Unis. Et puis quand j'étais aux États-Unis, j'étais collé à la télé pendant toute l'activité Watergate, parce que je m'étais très intéressé à l'époque au fonctionnement du droit en Amérique. C'est une période où j'ai lu le gros livre qui était un pavé qui s'appelait The Brethren, sur la Cour suprême, sur comment ça se faisait, et j'ai appris plein de choses pendant ce temps-là sur comment fonctionnait la Cour suprême, comment fonctionnait le droit américain d'une façon générale. Et moi, j'étais embarqué dans tout ce qui passait dans les médias, que Nixon c'était un mauvais, etc., etc. Aujourd'hui, je regarde la présidence de Nixon avec un tout autre œil. En fin de compte, Nixon ne faisait pas partie de l'État profond. Il était un peu parano lui-même par certains côtés, etc. Mais dans pas mal de choses, c'était un bon président, en dehors du fait qu'il s'est laissé manipuler par Kissinger avec la création du pétrodollar et le fait d'enlever le dollar et de sa parité sur l'or. C'est à l'époque de Nixon que ça s'est fait, juste avant la création du pétrodollar. Donc là, on est dans une période un peu trouble. On a l'impression que le Deep State est vraiment partout, contrôle à la fois les républicains qui arrivent à faire démissionner Nixon et à faire élire, mais sans le faire élire, Ford qui devient président sans élection. On a d'un côté, donc ça c'est les républicains, on a d'un côté des démocrates qui sont tiraillés entre un ancien parti démocrate ségrégationniste, raciste, et une ligne plus progressive, plus Kennedy, plus mai 68, plus progressiste, clairement. On a l'impression que l'État profond a profité de cette division pour s'insérer partout dans la vie politique américaine. Mais là, il y a Reagan qui arrive. Comment est-ce que lui, il a réussi à se faufiler avec une ligne beaucoup plus populiste dans une Amérique qui avait l'air verrouillée politiquement? Comment est-ce qu'il a réussi à se hisser? C'est une excellente question qui est un peu complexe pour la réponse. Et je vais peut-être y répondre par des anecdotes, parce que je trouve que j'avais des amis très proches, y compris mon ami qui a écrit les biographies de Trump, qui était très proche de Reagan à l'époque également. Mais avant, je voudrais, je ne sais pas si je t'ai bien compris, mais je voulais corriger peut-être un certain aspect qui concernait John Kennedy. John Kennedy n'était pas un progressiste. C'est bien de le préciser, oui. Je crois l'avoir dit, mais oui. Et c'était pas un progressiste du tout. C'était bien plus, lui, il était conscient des dangers de l'État profond, de la CIA et qu'elle a voulu combattre, pas seulement au niveau de la crise des baies de cochon et de la crise nucléaire avec Cuba, hein, parce qu'il s'était opposé à ce qu'on fasse quoi que ce soit.
il a voulu discuter avec Khrouchtchev. En même temps, il cherchait à sortir les États-Unis de ces influences de renversement de gouvernement en Angola, au Congo et tout cela. L'élimination de Lumumba, il y avait déjà la CIA derrière tout ça. Alors, il y avait tout cet aspect-là. Moi, je disais pas c'était progressiste, c'était plus libertaire, c'était plus populiste de tout l'aspect Kennedy. Alors, comment est-ce que Reagan est arrivé là-dedans? Ben, la présidence de Carter a été élue en 76, donc sa présidence a duré de 77 jusqu'au début 81. Le 20 janvier 81, c'est l'inauguration de Reagan. Et la présidence de Carter est un véritable désastre sur tous les plans. Sur le plan international, il y a eu la crise des otages en Iran, mais en dehors de ça, l'inflation avait galopé jusqu'à 17% officiel, ce qui à l'époque était incommensurable. Les intérêts sur les cartes de crédit qui venaient d'apparaître, la carte Visa, c'était juste au moment où elle est apparue, elle était à 25%. Le peuple était en train de s'appauvrir à une vitesse grand V. Et donc, les gens en avaient marre là-dessus, etc. Et d'un seul coup, ils voulaient entendre un autre son de cloche. Et qu'ils ont entendu d'emblée dans le premier discours d'investiture, le 20 janvier 1980 de Reagan, où il a dit in this present crisis, the government is not the solution to your problems, the government is the problem. Dans cette crise actuelle, le gouvernement n'est pas la solution à vos problèmes, le gouvernement est le problème. Ça, c'était un tout autre son de cloche et qui titillait l'Amérique profonde qui s'est toujours méfiée du gouvernement. L'Américain profond, toi tu le sais, tu habites au Texas, tu sais comment ça se passe et tout ça. Les gens n'ont pas envie que le gouvernement se mêle de leur vie de tous les jours. Et Reagan, il avait fait ses discours pendant des années, il circulait, mais il disait, il n'y a personne qui m'écoute. Peut-être que l'Amérique n'est pas prête pour m'entendre. Et il y a quelqu'un qui l'a convaincu d'aller parler à un groupe qui était un groupe de gens qui étaient testés un peu la libre entreprise dans le sens où ils appartenaient à une organisation de marketing de réseau qu'on appelle multi-level marketing, MLM. Et ils ont fait venir Reagan comme un speaker et dans un stade où il y avait 40 000 personnes. Et Reagan n'avait même pas commencé à parler, il est apparu sur scène et d'un seul coup, il était accueilli comme si c'était un dieu. Il était accueilli comme on voit Trump être accueilli dans ses rallyes où tout le monde applaudissait. Et c'est ça qui a convaincu Reagan de se présenter à la présidence. C'est marrant parce que c'est venu du fin fond populiste de l'Amérique, de gens qui voulaient entreprendre, qui voulaient créer leur propre American Dream, leur propre rêve américain. C'est marrant qu'on soit en train de parler ici sur The American Dream, parce que c'était essentiellement ça qui a fait la différence. Ouais. Et quand Reagan est arrivé, il a eu du fil à retordre, mais c'était très intéressant parce que on comparait à l'époque. Moi, je me souviens, j'avais un ami. Moi, j'étais déjà très pro-réganien, puis on discutait pas mal de choses. Et lui, il était pro-socialiste en France. Mais il cherchait la vérité, il cherchait les bonnes choses, il avait de très bonnes intentions. Et puis lui, il a dit, on va voir le résultat. D'un côté, ça va dans un sens. Et en France, le 10 mai 81, je crois que c'était 81, oui, François Mitterrand est élu. Et on va dans un autre sens complètement. Alors, regardons des faits économiques. À la fin de la présidence de Carter, le dollar était à 4 francs à l'époque. 4 francs. Il est même descendu jusqu'à 3 francs 76. Je me souviens, c'était le point le plus bas auquel était descendu le dollar. 3 francs 76. En 1985, après un mandat entier de Reagan, le dollar était à 10 francs 86. Ça, je me souviens encore parce que j'étais en train d'organiser un voyage de 464 personnes pour qu'ils aillent aux États-Unis, en Floride à l'époque, parce que je voulais qu'ils goûtent au rêve américain, qu'ils voient d'autres possibilités, parce que l'Amérique est en plein essor. Les années 80, c'était des années merveilleuses en Amérique. Pas seulement sur le plan économique, mais il y avait énormément de liberté. On avait la sensation de faire ce qu'on pouvait, on te demandait pas tes papiers. Il y avait encore des permis de conduire. Tu sais, les permis de conduire, ça se fait par chaque État.
Moi, j'avais un permis de conduire de l'État de New York. J'avais pas ma photo dessus. Il n'y avait pas de photo. Et le coin du permis, il y avait un pointillé où tu pouvais l'arracher parce que dessus était marqué ta date de naissance. Et ça regardait pas les flics quand ta date de naissance. Tu vois, c'est des choses où aujourd'hui, on n'imagine même pas. Et tout était encore basé sur ta parole. Toi, tu le sais, aux États-Unis, la parole est très importante. La notion de parjure en droit est très importante et tout cela. Mais aujourd'hui, avec l'aide des avocats, ils tournent autour. À l'époque, non, il y avait un respect de la parole, un respect de ce genre de choses. Et sur le plan culturel, c'est ce que Reagan représentait également. Et pour l'Américain moyen de l'époque, la possibilité de réaliser son rêve américain découlait de l'aspect culturel et de la liberté. C'était pas seulement une liberté d'entreprendre, c'était pas seulement une liberté économique, mais c'était la liberté du culte, la liberté de pouvoir parler, et tout le Bill of Rights, les 10 amendements, the free speech et tout ça, etc. Il faut pas oublier, dans le premier amendement, il y a aussi bien la liberté religieuse que la liberté de parole et tout ça qui sont exceptionnelles. Et tout ça, c'est appuyé par le deuxième amendement que tu connais très bien, qui est le droit de porter armes, pas pour se défendre, mais pour pouvoir organiser des milices pour se soulever contre un gouvernement qui deviendrait tyrannique. C'est écrit de cette façon-là dans le deuxième amendement. Donc, Reagan représentait tout ça. Est-ce que tout ce qu'il a fait était parfait? A posteriori, quand on regarde, on peut pas dire tout, mais il avait transformé énormément de choses. Si tu écoutes tous ces discours étaient bien. Ce qui l'a empêché de se séparer de l'État profond, c'est qu'il y avait un aspect encore guerrier chez Reagan parce qu'on était en pleine guerre froide. Donc, il y avait le fait d'avoir besoin de s'armer contre l'Union soviétique, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a plus de communisme de ce style-là. Et aujourd'hui, les Trumpistes vont te dire que l'ennemi est à l'intérieur, que les communistes sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Mais à l'époque, la dépendance sur le plan militaire et le fait de vouloir augmenter le côté militaire, c'était Caspar Weinberger qui était ministre de la Défense à l'époque, c'était basé là-dessus. Mais dans toutes les autres personnes que Reagan avait nommées, ça fonctionne d'une autre façon. Mais les gens n'étaient pas encore conscients de la manipulation des médias. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de partager la scène à un moment donné. Je crois que c'était en 1985 ou 86. C'était à Corpus Christi, dans le Texas, où se trouve Corpus Christi. Voilà. Et j'étais, bah oui, c'est dans ton arrière-cour, si on peut dire. Et James Watt avait été appelé par Reagan pour être Secretary of the Interior. C'est ministre de l'Intérieur. Ça n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur en France. Je dis toujours ça. Le ministère de l'Intérieur en France, c'est la police, c'est les préfets. Alors que Secretary of the Interior, c'est tout ce qui concerne l'écologie et tout cela. Et puis Reagan ne voulait pas tomber dans les excès des écologistes, donc il a demandé à James Watt de le faire. Il a dit, tu sais que tu vas sacrifier ta vie, ta réputation et tout ça en acceptant. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour le faire? Et James Watt a dit oui. Mais James Watt, moi je l'ai entendu sur scène, c'est comme si c'était hier, il était à côté de là, et il disait, vous vous rendez pas compte de la puissance des médias. Il dit, j'ouvre le Washington Post et je regarde même sur la première page et il y a tout un article sur moi où ils m'ont interviewé et ils mentent complètement. Ils disent des choses complètement différentes de ce que j'ai dit. Et puis, il dit, moi j'étais là, je dis, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Et ensuite, je passe à un autre article sur Caspar Weinberger, qui était ministre de la Défense, et je lis l'article là-dessus et je dis, mais comment est-ce que Caspar a pu dire des bêtises pareilles? Et donc, d'un seul coup, même si c'était son collègue, il croyait aux médias. Et c'était sa façon d'illustrer la façon dont les médias fonctionnaient. Je sais que pour moi, c'était un grand éveil de l'entendre parler de ça. J'utilisais cet exemple souvent dans des tas de mes interventions, de mes discours devant beaucoup de personnes, pour montrer à quel point nous pouvons être prisonniers de la perception des médias. On n'y croit pas. Par exemple, on sait que si on va aller regarder des choses sur soi-même sur Wikipédia, c'est que du mensonge.
Néanmoins, si moi je vais me renseigner sur Olivier, sur Baptiste, sur Le Guise, etc., il fut un temps où j'aurais tendance à aller chercher dans Wikipédia pour ce qu'ils disent, sachant que Ouais. Wikipédia dit que des mensonges sur moi. Mais on se réfère quand même à des choses et donc on est rempli de mensonges permanents parce que ça fonctionne toujours de la même façon, c'est stalinien comme approche. Répétez-le, répétez-le, répétez-le. Au bout d'un certain temps, il y a beaucoup de Ouais. choses qui collent. Un mensonge répété Tu suffisamment vois? souvent. Je suis désolé d'avoir une réponse Ah non, non, si non, c'est longue, très mais très je bien, vois c'est que très très bien. parfois, Ça permet de comprendre, parce que du coup, il y a quand même pas mal de parallèles entre Reagan et Trump. Ils arrivent tous les deux après une ère de contrôle par le Deep State, ils arrivent tous les deux après, euh, comment dire, après une sorte un peu de récession, enfin, oui, de récession complètement, enfin, en tout cas de faiblesse économique. Ouais. financière, oui, économique, oui, il y a une différence. Reagan est arrivé d'emblée et c'était très dur pour lui de changer des choses. Il a mis 2 à 3 ans pour renverser la vapeur économique. Au début, les 2 premières années, c'est encore plus dur. Et moi, je dis, ce que Reagan a réussi à faire en 2 ou 3 ans, Trump l'a fait dans la semaine après son élection. Il n'est pas encore investi, mais il y a un engouement dans le pays. Il y a les gens qui sont guéris, qui sont tous joyeux, qui sont tout ça, etc. Parce que d'un seul coup, comme disait Reagan, ce sont ses paroles, It's dawn in America again. C'est l'aube de nouveau en Amérique. Le soleil se lève de nouveau. Et c'est ce que les gens ressentent aujourd'hui avec Trump. Et c'est pas seulement des beaux discours, mais parce qu'ils sentent que Trump est très fort dans ses décisions. Mais les gens ne sont pas aveugles. Tu sais que par exemple Trump avait nommé un shérif de Floride et les gens ont tout de suite découvert, parce qu'aujourd'hui ça circule très vite, que c'était pas un bon. Donc il y a eu une réaction très vive. Trump a retiré tout de suite sa nomination. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, les Trumpistes sont pas aveugles. Ils ont un effet Ouais. très fort sur Trump. Par exemple, quand il y a pas mal de gens qui ont attaqué Hegseth, qui est nommé pour être ministre de la Défense, et il y a certains sénateurs qui l'ont attaqué, notamment Joni Ernst, qui avait l'air pas mal comme sénateur républicain dans l'État de l'Iowa, et elle était très opposée à Hegseth parce que il y avait peut-être qu'elle avait envie d'être elle-même nommée dans ceci, et puis elle commençait déjà à flirter avec l'État profond et tout ça. Donc elle s'opposait. Elle a été inondée, ses bureaux ont été inondés par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'appels téléphoniques disant à la prochaine élection pour le Sénat, Joni Ernst va être viré. Parce que le Parti républicain, qui est trumpiste maintenant, va présenter des candidats à la primaire qui vont être différents. Pas seulement ça, mais Musk a dit, moi je mets 10 millions là-dessus tout de suite, etc. Donc il y a une puissance aujourd'hui qui est phénoménale. Et Trump est bien plus à l'écoute de l'Amérique profonde qu'il n'y paraît. Il a un instinct, il a quelque chose, et ça s'avère être la vérité pour tous ces cabinets. Ce sont des gens qui sont aisés. Vivek Ramaswamy n'a pas besoin d'argent, Robert Kennedy n'a pas besoin d'argent, Elon Musk n'a pas besoin d'argent, etc. Ce sont des gens qui sont là pour la cause. Il y a un sens de mission, de cause, et quelque part, le fait qu'ils soient assez aisés, ça me rappelle 1776, où les pères fondateurs américains étaient aisés. Et c'était une volonté, ils prenaient des risques sur eux-mêmes, parce qu'ils pouvaient être considérés comme traîtres par rapport à la couronne d'Angleterre, par rapport au roi George à l'époque, et donc pendus. Et néanmoins, ils ont continué. Donc, quelque part, quand les gens arrêtent d'être dépendants, hein, c'est Alexis de Tocqueville qui a dit que à partir du moment où on a plus de la moitié de la population qui est dépendante de l'État pour sa survie financière, c'est la fin de la démocratie. C'est un visionnaire sur ce plan, Tocqueville. Il comprenait complètement le fonctionnement. Et c'est ce que Lyndon Johnson avait fait avec la communauté noire. Il l'a rendu dépendante de l'État et donc complètement manipulée. Donc c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Moi, je fais pas seulement des rapprochements entre
Trump et Reagan, mais je fais même un rapprochement entre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et 1776, la fondation même des États-Unis. C'est pour ça que partout aux États-Unis, on parle du Spirit of 76, l'esprit Ouais. de 76 de Alors ça, c'est nouveau. intéressant parce que il y a quand même un risque sur la présidence de Trump, c'est que quand on regarde Reagan, justement, bah, on voit que Reagan a fait 2 mandats et que bah, après, on a eu un George Bush très interventionniste au Moyen-Orient, on a eu 2 mandats de Bill Clinton, on a ensuite eu encore un George Bush qui nous a remis le couvert avec du deep state dans tous les sens, du Patriot Act, on a eu ensuite 2 mandats d'Obama. Donc en fait, Reagan est arrivé, on a un peu l'impression que Reagan est arrivé comme un pansement par rapport à ce qui s'était passé dans les années 70, mais qu'ensuite les gens ont un petit peu oublié. Qu'est-ce qui a changé après les 2 mandats de Reagan? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas voulu un Reagan 2 via d'autres options à la primaire? C'était une tradition américaine dans ce cas-là que celui qui était vice-président après 2 mandats très réussis allait être président. Mais ceci dit, il faut pas oublier que George Bush senior avait été directeur de la CIA juste avant. Lui sortait de l'État profond et ensuite c'est sous George Bush et pas sous Reagan qu'ils ont amené plein de personnes au gouvernement dans des postes de deuxième, troisième niveau, l'État profond, qui étaient les néocons, les néoconservateurs, qui ne sont pas du tout conservateurs, mais qui sont les hawks, ceux qui veulent la guerre. Et donc, c'est là où ça s'est passé. Après, Clinton, c'était quand même un peu différent parce que les gens avaient lu Clinton en espérant de nouveau un côté un peu plus populiste. Clinton passait presque un populiste. Et sur le plan économique, il l'était assez. L'économie à l'époque de Clinton n'était pas mauvaise, sauf pour une chose, c'est que sous Clinton, toute l'industrie américaine qui avait créé la richesse américaine dans les années 50 a été dilapidée, envoyée à l'étranger, et l'économie était uniquement tertiaire. C'est en train de se renverser là. Le gouverneur de la Virginie, j'ai su ça aujourd'hui ou hier, je sais pas, je dors pas beaucoup, donc je suis en train de me renseigner sur des tas de choses en même temps. Warner a dit qu'à Manassas, en Virginie, qui est un des hauts lieux de bataille de la guerre civile, c'est à environ 45-50 minutes de Washington, peut-être un peu plus. Quand je dis de Washington, je parle de l'aéroport à Dulles. Mais c'est un peu plus profond dans la Virginie, pas en allant vers le sud. C'est pas la Virginie profonde, mais c'est quand même entre les deux. Manassas, c'est là. Ils vont mettre en place des usines de fabrication de puces, des chips, où jusqu'à maintenant c'était complètement dépendant de Taïwan. Et là, d'un seul coup, il y aura pas raison d'être là-dedans. Et donc, la prise de Taïwan par la Chine ne sera plus une question aussi importante sur ce plan-là parce qu'elle est presque inévitable. Hein. C'est même pas une question politique de liberté ni quoi que ce soit parce que même selon tous les sondages qui existent à Taïwan, la moitié de la population veut se rattacher à la Chine déjà. Et ça, on n'en parle pas non plus parce que c'est la propagande qui va dans l'autre sens, tu vois. Donc, pour revenir un peu avec Reagan, parce que tu nous disais, Reagan, le truc qu'il avait mal vu, c'était du coup le deep state dans son propre camp, qu'il sous-estimait parce que il y avait la menace russe, il fallait être fort militaire. La menace Oui, soviétique. pardon, la La menace menace soviétique. Ouais. soviétique. Euh, Non, c'est oui, important non, de c'est vrai. distinguer. Chez Reagan, c'était toujours très clair. Hein? Et Reagan était un communicateur de première. Je ne sais, non, t'étais pas né, toi. Mais moi, je me souviens d'un moment qui était exemplaire. Je dis, c'est là où la guerre froide a été gagnée par les États-Unis. C'était fini. C'était lors d'une discussion qui avait lieu à Genève où Reagan était déjà dans l'hôtel où ils allaient avoir toutes les discussions. Et il y a la voiture avec Gorbatchev qui est arrivée. Et Gorbatchev est sorti. Il faisait froid comme tout, un froid de canard. Il faisait -5 ou quelque chose comme ça. Et Gorbatchev sort de la voiture, la limousine soviétique à l'époque, et il est complètement emmitouflé, emmitonné dans un manteau gris, un genre de tweed, mais
lui donnait encore plus d'âge et il avait une écharpe, un cache-nez autour du cou. Il sort de là et Reagan sort avec un beau costume impeccable, parfait, sans manteau, habillé comme lui seul savait s'habiller et qui arrive pour serrer la main, etc. Ça donnait toutes les photos et tu voyais qu'il y avait deux mondes différents. Et là, on n'est pas assez conscient de la communication sur ce plan-là. C'est pour ça que l'IA va jouer un tel rôle où on va chercher à transformer, à changer, à donner des autres images de Trump. Mais Trump, c'est ce qu'il fait, qu'on a vu comment il était à Notre-Dame et tout ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de changer. Il s'est imposé. C'est Charles Gave qui disait, c'est comme si on est en train de regarder les vieux films western hollywoodiens, où il y a les bandits qui sont là depuis un bout de temps, qui font souffrir le peuple, et d'un seul coup, le shérif revient. Hein, comme dans Le train sifflera trois fois, etc., le shérif revient et sauve le peuple. Même si le peuple parfois n'a pas le courage de reconnaître l'importance du shérif, mais là le reconnaît. Quand on voyait tous les autres chefs d'État regarder Trump avec déférence, c'était phénoménal, quoi, à Notre-Dame. Est-ce que toi, tu as plus d'espoir justement qu'après le deuxième mandat de Trump, on se retrouve pas dans une situation comme à la fin des années 80, où finalement ça va être un retour du deep state, un retour des anciens du Parti républicain? Comment est-ce qu'on s'assure que MAGA reste après, avec un mouvement toujours populiste? C'est-à-dire, voilà où j'ai espoir et voilà où j'ai inquiétude. Donc, je vais donner les deux côtés. J'ai espoir dans le sens où euh, on est dans l'année du dragon, donc c'est pour le chinois. Donc, c'est très approprié ce que je vais dire comme métaphore. Euh, Trump s'attaque au dragon. Le dragon, c'est le deep state. Et c'est la bête. Et la seule façon de s'occuper de la bête, c'est d'affamer la bête. C'est de lui couper les vivres. C'est pour ça que le rôle de Vivek Ramaswamy et de Elon Musk dans le fait de réduire toutes les dépenses va être excessivement important. Parce que si on ne les alimente plus, ou du moins on les alimente nettement moins, ben ils vont ficher le camp. En plus, Trump a l'intelligence où il a dit que certains ministères, il va les sortir de Washington parce qu'il dit, c'est marqué nulle part qu'ils doivent être à Washington. L'agriculture, elle aura plus de sens au fin fond de l'Iowa et du Kansas ou dans des endroits comme ça que d'être à Washington. Donc, dans ce sens-là, il va chercher à battre le dragon, à affamer la bête. C'est ce qu'on dit en anglais, you gotta starve the beast. Je crois que l'ambition de Reagan est même d'annuler le IRS, c'est-à-dire le fisc américain. L'ambition de Trump. Ouais. Ouais. Je dis Et Reagan, ça, je veux dire Trump. Il veut, oui. Et ça, c'est quelque chose que Reagan n'avait pas en tête. il ne le pouvait pas à l'époque de la même façon. Il n'avait pas. Je crois que Reagan et personne ne comprenait l'ampleur de la profondeur tentaculaire de l'influence de l'État profond. Maintenant, tout ça, c'est en positif et je crois que ça va aller dans le bon sens. Il y a des gens qui veulent déjà entériner J.D. Vance comme quelqu'un qui va remplacer Trump, qui va être extraordinaire. Mais là, je suis un peu plus inquiet dans l'autre sens, c'est que il n'y a pas de Trump. Hein. Trump, il a une présence, il a un charisme, et surtout il a un courage hors pair, une capacité de travail hors pair. On en avait parlé lors de la soirée électorale où moi j'ai parlé de la brillance de Trump n'est pas dans le fait de bien parler, etc., mais de savoir prendre des décisions rapides. Et si c'est pas la bonne, on la corrige, on avance, etc., etc. Et donc il sait fonctionner dans ce sens-là. Qui saura faire ça après lui? Qui a l'envergure? On n'en voit pas. On n'en voit pas. Et des Trump, t'en as pas tous les jours. Hein. Des Reagan non plus, mais des Trump encore moins. Parce que c'est pas seulement sa capacité de travail, mais c'est le courage du bonhomme. Ouais. Il a peur de rien. Donc, optimisme, mais quand même C'est inquiétude alors pour 2028 et après. Ouais, parce qu'il faut toujours se battre. Mais je pense qu'il aura peut-être l'intelligence avec cette personne qui vont lui permettre de faire des choses, de mettre en place des structures qui vont être quand même radicalement différentes par rapport à celles qui existent.
parce il va s'attaquer sur tous les plans, hein, et il va s'attaquer à la CIA, au FBI, au National Intelligence Agency, etc. Il y a des gens comme Snowden qui doivent se sentir hyper à l'aise maintenant parce que finalement, ou Assange, ils vont comprendre comment ça va fonctionner, tu vois. Et sur ce plan-là, c'est intéressant parce que ça n'empêche pas à Trump d'être stratégique à certains moments. Tu vois, sur ce qui est en train de se passer en Syrie actuellement, Trump dit non, c'est pas notre bataille, c'est pas notre guerre, on va pas s'impliquer là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que Poutine a décidé de la même façon. Moi, je suppute qu'il y a dû avoir des négociations en ce qui concerne la Syrie, etc. Tu sais, la Syrie, elle est tombée, le gouvernement de Bachar al-Assad est tombé. Il n'y a pas Ouais. un coup de feu qui a été tiré. C'est une révolution, il n'y a pas de sang. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, le mec qui est à la tête du gouvernement syrien qui a pris un peu le pouvoir, qui est un Daeshien, c'est un mec de Daesh, de Al-Qaïda, de tout ça, etc. Il est même pas inquiet de l'avancée des troupes israéliennes en Syrie, qui sont à 50 kilomètres, ou du moins hier soir tard, ils étaient à 50 kilomètres de Damas. Il n'empêche pas les Israéliens d'arriver. Il dit parce que notre combat est contre Hezbollah et Hamas. C'est très curieux quand même. Daesh qui accueille, en fin de compte, hein, parce que s'ils les empêchent pas, c'est qu'ils les accueillent, qui accueille les Israéliens en train de marcher sur Damas. L'ambiguïté, c'est Erdogan. Erdogan, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais il y a toutes les Ouais. questions kurdes. Tu sais, le peuple kurde a fait suer tout le monde pendant tout ce temps-là, et parce que le peuple kurde est à cheval sur trois pays, sur la Turquie, sur la Syrie et sur l'Iran. Et il a toujours été une écharde dans la chair pour ces trois pays, le peuple kurde. Mais là, actuellement, ben, on va voir ce qui va se passer. Et le drame en Syrie, c'est que la Syrie, c'était quand même le pays où les chrétiens pouvaient vivre en tant que chrétiens, les femmes pouvaient s'habiller comme elles le voulaient, où il y avait bien plus de liberté qu'on ne croyait, et la façon dont on a dépeint Bachar el-Assad, c'est complètement faux. Bon, bref. Je dis pas que c'est un saint, mais c'est pas lui qui a utilisé des armes chimiques contre son peuple. Ça, c'était l'Occident et tout cela. Mais là, le fait que Damas tombe, sans vouloir rentrer dans des aspects religieux, c'est une des premières prophéties qui est annoncée dans les livres d'Ésaïe, dans le chapitre 3, puis ensuite de nouveau dans le chapitre 17, qui part de la chute de Damas. Et ensuite, si on passe dans le livre d'Ézéchiel et au chapitre 37, 38, 39, on voit la préparation d'Armageddon. Armageddon, ça veut dire c'est la bataille finale, etc., parce qu'elle est censée se passer dans la vallée de Megiddo, qui a un symbolisme très fort chez le peuple hébraïque, parce que c'était l'endroit de la bataille entre David et Goliath également. Tu vois, donc je veux pas m'éloigner sur des considérations bibliques et tout ça, mais quand on voit tellement de contradictions, il faut chercher à s'appuyer sur des tas de choses qui ont peut-être un sens pour des tas de gens dans ce genre d'éléments, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose, oui. Tu disais que tu avais enregistré une vidéo ce matin sur ça. C'est quelque chose qu'on va retrouver sur ta chaîne bientôt? Oui, 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 oui. J'ai enregistré un truc d'environ 25 minutes qui devrait arriver sur la chaîne pour ce week-end. Louis est en train de travailler là-dessus déjà, où je passe 25 minutes sur la question de la Syrie toute seule. Et la Syrie est en train de nous cacher beaucoup de choses. En même temps, il y a un renversement d'une élection normale et démocratique en Roumanie par l'Europe. Il y a eu une élection où 65% des gens ont voté pour un nationaliste, un populiste, et l'Europe a dit non. Non, c'est tout. Et donc, on n'en tiendra pas compte parce qu'on considère qu'il y a eu une trop grande influence de TikTok et que les Russes ont Ouais, manipulé TikTok on pour a faire ça. entendu ça Mais en c'est dingue. 2016 avec Trump C'est aussi. dingue. En même temps, Mm. également, mais en même temps, ça cache le fait que la CIA vient de renverser le gouvernement au Guatemala et en Bulgarie également et en Géorgie également. Donc, la CIA a quand même beaucoup d'argent, tu vois, pour faire tout ça en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'affamer la bête.
de nouveau. Très très bien. Donc déjà, je voudrais dire à nos auditeurs que tous les liens vers ta chaîne YouTube, les Indomptables, vont être disponibles dans la description. Allez vous inscrire. En plus, t'es extrêmement prolifique en ce moment. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent, qui sont vraiment géniales. Donc allez vous inscrire sur la chaîne de John. Et il faut quelque part, Olivier, je dois te remercier, toi, Baptiste et de Guise là-dessus, parce que ça m'a fait plaisir de pouvoir parler avec vous pendant la soirée électorale et de voir votre ouverture et votre recherche de vérité en permanence. J'en parlais avec Louis tout à l'heure. On a déjeuné ensemble juste après l'enregistrement et je disais, mais c'est un plaisir de travailler avec des gens qui sont à la recherche de la vérité et qui ne sont pas idéologues, qui ont des croyances fortes dans certaines valeurs, certains principes, c'est votre cas, tout ça, mais vous n'êtes pas idéologue pour autant. Parce que l'idéologie, bon, j'ai transformé un vieux dicton un tout petit peu, j'ai dit, ne permettez pas à l'arbre de vos occasions vous cacher la forêt de vos opportunités, tu vois. Et parfois, on saute trop sur des occasions. Et aujourd'hui, moi, je trouve que des gens comme toi, des gens comme Baptiste, des gens comme Le Guise, des gens comme Clément, des gens comme pas mal d'autres personnes que j'ai rencontrées récemment, notamment en France, il y a une volonté de recherche de vérité et qui n'est pas idéologique. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est bien parce que vous êtes jeune, donc vous représentez l'avenir, hein. Et pour moi, ça me rassure parce que si c'est des gens comme vous qui allez pouvoir communiquer des choses d'une façon générale, ça amènera de bonnes choses au pays, à tous les pays, et les pays dans lesquels vont Ouais. grandir mes enfants, mes petits-enfants. Donc, pour moi, c'est important sur ce plan-là, tu vois. Justement, parlons un peu des autres pays, parce que là, on a vu qu'à deux reprises, donc avec Reagan et Trump, il y avait un terreau culturel aux États-Unis, peut-être plus qu'ailleurs, qui a permis à ces deux hommes d'accéder à la présidence malgré toutes les adversités, parce que, comme tu le disais, il y a cette volonté profonde dans l'Amérique profonde de liberté, de réussite personnelle, de vouloir se débrouiller sans le gouvernement. Ça, on a l'impression que d'autres pays occidentaux n'ont pas cette culture. Est-ce que tu partages déjà ce constat? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire? La base même de ce constat, moi, j'irai même encore plus loin. Et je vais reprendre les paroles de Trump là-dessus. Il dit, en Amérique, nous n'adorons pas le gouvernement, nous adorons Dieu. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est qu'en Amérique, il y a quand même si ça a effrité pendant un certain temps à cause de la culture wokiste, etc., il y a quand même une croyance chrétienne très forte qui reste là, où Dieu reste plus important que le gouvernement. Je sais qu'en France, on dit, bah oui, mais la France, au nom de la liberté, elle est laïque. Non, la laïcité est une nouvelle religion, c'est la religion de l'État. C'est la religion étatique qui fait que on croit en l'État parce que c'est plus Dieu, parce qu'on a assassiné Dieu avec Nietzsche et tout ça, etc. Et donc, on fonctionne de cette façon-là. En Amérique, c'est pas le cas encore. L'Amérique reste très, très croyante. Et donc, on peut se référer à des valeurs et des principes qu'on trouve dans la Bible. Tu vois, c'est les paroles de Jésus, c'est quand vous connaîtrez la vérité vous fera libre. C'est la connaissance de la vérité qui vous fait libre. C'est pas ce que te dit le gouvernement, c'est pas ce que te disent les médias. Et donc, c'est ce qui permet de fonctionner d'une autre façon, tu vois, en Amérique, je crois. Mais, je constate que dans d'autres pays, il y a un soulèvement qui va dans ce sens. Même si on cherche à l'écraser, etc. Tu sais, c'est jamais la majorité d'un pays qui fait une révolution. C'est jamais la majorité qui transforme l'État. Même aux États-Unis, c'était peut-être 3% de la population qui s'est battue contre la tyrannie du roi George, tu vois. Mais après, tout le monde en bénéficie. Il n'y a pas toujours énormément de courageux. Tu sais, le nombre de personnes qui étaient dans la résistance en France était infime. Bon, après la guerre, il a été multiplié par 10 tout de suite, hein. Parce que tout le monde en faisait partie après. Mais c'est pour ça que quelque part, moi, je reste très optimiste. Tu vois, dans le sens où même dans d'autres pays, Ouais. il y a des choses qui vont se passer. Je sais que parfois,
pour toi, pour d'autres personnes qui sont aux États-Unis parce que vous aviez besoin d'air frais à un moment donné. Et ça, c'est pas mauvais. Mais c'est pour ça que pour moi, il faut pas abandonner la France. Il faut voir le potentiel qu'il y a en France, même si on massacre la France comme on l'a massacré au début des Jeux Olympiques et on s'est attaqué ouvertement à la foi, la preuve en est. Et là, à Notre-Dame, on s'est attaqué de nouveau ouvertement à la foi. J'ai fait un autre enregistrement là-dessus qui va sortir également sur Notre-Dame et ce que ça représentait, y compris la musique qui était choisie et tout cela. Aujourd'hui, il y a une telle abondance de choses dont on peut parler. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas assez pour tout publier, toutes les idées que j'ai envie de partager avec tout le monde. Ouais, ah, ça c'est sûr qu'il y a plein de choses à dire, malheureusement, hein. On aimerait bien qu'il y ait moins de choses, en tout cas négatives à dire, mais ouais. Tu sais, c'est un truc. Nous avons été créés par notre Créateur et il nous a donné le don de la parole. Aucun autre être, aucun animal, aucune plante n'a le don de la parole. Et si on a le don de la parole, il faut savoir l'utiliser. Est-ce que tu as peur que, en essayant de copier du coup le pays où ça se passe le mieux actuellement, enfin en tout cas pour notre camp, les États-Unis sont un bel exemple en ce moment. Est-ce que tu as peur que du coup on copie les États-Unis plus qu'autre chose, on essaie de devenir un pastiche des États-Unis en essayant de copier, en essayant d'avoir un Trump roumain, un Trump français, un Trump tout ça, on fasse que copier et au final copier mal, mais aussi finalement perdre un peu de notre culture en France ou dans d'autres pays? C'est une question très intéressante. Je n'aime pas le mot peur, donc je vais pas dire que j'ai peur de ça, mais je dirais la chose suivante. Si on n'a pas d'idée meilleure que ça, il vaut mieux être un pastiche que d'être sur le mauvais chemin. Pendant un certain temps. Mais quelque part, la culture française est tellement riche. Mais il va falloir la faire renaître parce que non, c'est pas seulement les dernières décennies de technocratie dont on souffre en France. Hein. La technocratie a complètement transformé le pays. Le dernier véritable président, c'était Pompidou, après De Gaulle, qui était un clone de Gaulle, si on veut. Et c'est là où il y a eu la plus forte croissance en France, dans les années 69 jusqu'en 74. Après, avec l'avènement de Giscard, qui était soi-disant un homme de droite, etc., on est rentré dans la technocratie. Et inévitablement, la bête a commencé à bouffer. Les charges sociales ont doublé pendant le mandat de Giscard, pendant le septennat de Giscard. Et ça a commencé avant même Mitterrand. Et donc tout ça, ça a continué. Mais c'est pas seulement ces années-là dont on souffre. On souffre de l'avènement de la laïcité à l'époque de Jaurès et tout cela au début du siècle, qui a écarté la foi, et ça a été fait sur un plan politique. On avait créé la nouvelle loi pour les associations, la loi de 1901, je crois, en France. C'est ça. Et où, à la tête de chaque association selon la loi de 1901, il faut qu'il y ait un conseil d'administration. Je pense que c'est de 7 personnes. Je suis pas complètement sûr là-dessus. Excuse-moi si je connais pas tous les trucs dans tous les détails, mais je crois que c'est 7 personnes. Mais le président du conseil d'administration ne peut pas être étranger. Il faut qu'il soit français. Et ça, c'était voté exprès, créé exprès contre le catholicisme, parce qu'à la tête de l'Église catholique, c'était le pape. Et c'était pas un cardinal français ou quoi que ce soit. Donc, on ne pouvait pas considérer l'Église catholique comme en accord avec la loi 1901. C'est ce qui a permis à l'Église catholique de lâcher la possession de toutes ces églises qui sont tombées sous l'emprise de l'État et qui appartiennent à l'État, et c'est la responsabilité de l'État de les construire, de les entretenir, etc. Et ce qui s'est renversé complètement parce qu'aujourd'hui, l'État Oui, est oui. obligé de construire des mosquées, tu vois, selon ces lois. Donc ça fait partie des antécédents. Mais on remonte encore plus loin et il va falloir commencer à exposer tous les mensonges et toute la transformation de l'histoire qui s'est passée au moment de la Révolution française. Et donc, il faudra y revenir petit à petit en lisant tous ces énormes écrivains français, je parle de Stendhal, je parle de Chateaubriand, je parle d'Alexandre Dumas, etc. Il faut revenir parce que c'est dans les romans qu'on découvrira la véritable histoire et pas
dans les livres d'histoire qui, eux, ont été contrôlés par ceux qui étaient au pouvoir. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faudra revenir profondément dans la culture. C'est pas par hasard qu'on empêche aujourd'hui les gens de lire, quoi. On les encourage plus, les gamins, à lire, ni quoi que ce soit. Pas parce que on les encourage plutôt à être tolérants par rapport à leurs copains, des choses comme ça, n'importe quelle bêtise, tu vois. Mais il va falloir qu'on revienne, qu'on redécouvre la richesse de ce qu'a fait la France, tout le Moyen Âge, la pré-Renaissance même, parce que déjà la Renaissance en partie c'était la retransformation de certaines choses par rapport aux valeurs fondamentales qu'il y avait. Tout ce qu'il faut, c'est visiter le château de Fontainebleau. Et si tu regardes le château de Fontainebleau qui était construit à l'époque de François Ier, tu as l'impression de regarder un livre de pornographie, tu vois, pour l'époque. Non mais c'est vrai, on a tendance à ne pas voir ces choses parce qu'on dit, on doit respecter, parce que ça fait partie des choses. Non, ce sont des traces de l'histoire. Moi, j'aime bien passer du temps dans tous les hauts lieux culturels français pour voir ça. Le château de Fontainebleau, voilà ce que je découvre. Au château d'Angers, je découvre que il y a des gens qui, sur des gobelins, c'est-à-dire sur des tapisseries, ont défini tout le livre de l'Apocalypse sur des tapisseries. Alors, on a du mal à le comprendre, même quand on le lit, des gens qui étaient allés jusque-là. Il y a une richesse culturelle en France qui est phénoménale. Et il y a d'autres pays qui sont un peu dans le même sens. La Russie ressemble à ça également. C'est pour ça que Poutine parle tellement du passé culturel et religieux de la Russie également. En Pologne, on est très attaché au passé culturel, etc. C'est pour ça que la Pologne a une politique migratoire très limitatrice par rapport aux migrants qui peuvent venir ça parce qu'ils ne veulent pas perdre leur culture. Alors que tous les pays qui ouvrent tous leurs frontières, la culture disparaît. Ouais, on a cité Breitbart pendant notre live, hein, c'est que tout le monde est concentré sur la politique, mais en amont de la politique, il y a la culture, et en amont de la culture, il y a la religion, et on a oublié ces deux strates supérieures qui sont beaucoup plus importantes. Et avant la religion, qui est déjà une institutionnalisation de la foi, il y a la foi avant, il y a Dieu. Et si on est coupé de nos origines, on ne sait plus qui est notre âme, alors que notre âme, c'est quelque part le lien que nous avons avec Dieu, et c'est dans la recherche de la vérité de notre âme qu'on découvre la relation qu'on a avec Dieu. Et si chacun d'entre nous peut le faire, on se regarde d'une autre façon. Et on va avoir tendance à vouloir travailler ensemble et ramener la vérité devant nous. Et c'est pour ça que je suis enthousiaste quand même pour beaucoup de choses. Tu vois, ça me garde jeune quelque part, si je peux me permettre. Ouais. Écoute, merci beaucoup, John. C'était un plaisir de parler avec toi. Comme je le disais, on disait ça en off, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de parler un peu de l'histoire du Parti républicain, du Parti démocrate, ce qui s'est passé Kennedy, Reagan. Moi, j'ai 31 ans. Je peux, quand j'en parle, c'est parce que je l'ai lu quelque part, mais c'est super d'avoir pu échanger avec toi qui a vraiment connu cette époque. En plus, tu es américain. En plus, tu as travaillé pour le Parti républicain sous Reagan. Tu as rencontré Ronald Reagan. Tu as beaucoup plus de choses à raconter que si moi, je vous lisais une page Wikipédia. Donc, j'étais très, très content de pouvoir te recevoir pour parler de tout ça aujourd'hui. En parlant de ça, tu sais quoi? Parce que ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Je crois que je l'avais mentionné, mais je vais pas citer le nom de l'auteur quand j'étais dans la soirée électorale. Il y a un bouquin qui est extra, qui a été écrit au début des années 90, qui s'appelle Faith and Freedom. Je sais pas s'il était traduit en français, il faudra que je regarde. Faith and Freedom, qui veut dire la foi et la liberté. Et ça a été écrit par Benjamin Hart. Benjamin Hart, H-A-R-T. C'est un bouquin qui est extraordinaire. Même si vous n'avez pas le temps de tout lire, lisez les 3 ou 4 premières pages. Et il vaut l'achat, ne serait-ce que pour les 3 ou 4 premières pages, parce qu'on voit les fondements même des États-Unis et sur quoi c'était fondé. Et ça, c'est extraordinaire. De nouveau, c'est un plaisir d'être interviewé par toi, Olivier. Et il faut continuer à faire le bon boulot. Et tous ceux qui nous écoutent, il ne s'agit pas seulement de consommer ce qu'on est en train de dire, mais aller chercher des choses, partager avec d'autres personnes. On a besoin d'agrandir la communauté de gens qui sont à la recherche de la vérité en permanence. Merci beaucoup, John Godzich. Merci à tous nos auditeurs. On se retrouve pour un prochain épisode, peut-être sur The American Dream. God bless America.